À vos côtés aujourd'hui, François, l'hydrologue, Madame Emma Aziza. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors j'ai appris qu'il y avait plusieurs types de sécheresse. Je ne savais pas, il y a une sécheresse météorologique, une sécheresse agricole et une vraie sécheresse hydrologique qui touche les nappes phréatiques. Vous pouvez nous refaire un petit différentiel pour les gens comme moi, pour les nuls, pour de l'hydrologie par exemple? Je pense que c'était parfait. Effectivement, on différencie ces trois grands types de sécheresse. La sécheresse qui vient du ciel, la sécheresse des sols et la sécheresse des milieux souterrains et de nos rivières. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que habituellement, on avait l'habitude d'avoir un type de sécheresse, puisqu'une sécheresse, c'est quelque chose qui est anormal. Ça fait partie justement d'un extrême climatique. D'un épisode extraordinaire, oui. C'est ça, c'est pas une normalité, alors que là, effectivement, non seulement on a un type de sécheresse, mais pas que, on a tous les types de sécheresse qui se mélangent, puisque ce sont finalement des vases communicants et le grand cycle de l'eau est en train de se modifier dans son ensemble. Donc, moins de pluie, moins d'eau dans les sols, un stress hydrique beaucoup plus important, et effectivement des milieux souterrains qui n'arrivent plus à rapporter cette eau à la surface. Ce que vous nous dites donc par rapport à ce qu'est l'histoire des sécheresses en France, que les épisodes, alors ceux qui ont vécu 1976, plus récemment 2003, n'étaient pas de même nature que le phénomène qu'on vit aujourd'hui, qui est celui d'obligatoirement engager une réflexion sur la manière de gérer l'eau différemment, parce qu'on a atteint un point de non-retour. C'est ça, en fait, on a une variabilité climatique naturelle qui fait qu'on a toujours eu des sécheresses extrêmement importantes. En 1303, on traversait le Rhin à pied, à sec. Donc on a eu des sécheresses dans l'histoire. Effectivement, on se rappelle de celle de 1976 parce que tout le monde a mis de l'argent de sa bourse, puisqu'il y a eu l'impôt sécheresse qui a été mis en œuvre et donc qui avait marqué la population. Maintenant, ça, ce sont des variabilités naturelles avec des périodes de retour. Là, je pense qu'on est vraiment sur une nouvelle tendance qui est en train de se préciser. Et vraiment, il y a eu deux phases. 2014-2017, on voit que ces sécheresses commencent à se mettre en place de manière de plus en plus longue dans le temps. C'est-à-dire on n'a plus des sécheresses sur le mois de juillet, le mois d'août, on a des sécheresses qui durent jusqu'au mois de décembre. Je me rappelle en 2018, on avait reçu, je crois, 2 mm de pluie dans la plupart des villes méditerranéennes, donc entre septembre et décembre, et il n'y avait même plus justement de ces épisodes cévénols qu'on croit bien souvent à tort qu'ils viennent recharger les nappes, alors qu'au contraire... Ça ne donne de l'eau qu'en surface et que ça ne règle pas le problème. Exactement, et cette eau finalement va complètement s'écouler très rapidement et ne va pas permettre d'être récupérée de manière efficace dans le milieu récepteur. Donc, vous voyez, c'est vraiment je crois que c'est une réflexion globale qu'il va falloir poser. Donc face à ce constat-là, qui est extrêmement inquiétant, parce que sans eau, il n'y aurait plus de vie sur Terre, il faut quoi? Faire des cultures qui demandent moins d'eau, utiliser des industries, des productions qui utilisent moins d'eau, nous-mêmes consommer moins d'eau, ou créer artificiellement de l'eau? Quelles sont les pistes de réflexion? Quand je dis créer artificiellement, on y viendra peut-être après. Alors, on est vraiment sur cette ressource qui se raréfie clairement. Maintenant, je pense qu'il y a la nécessité d'avoir une réflexion globale. Quand on regarde l'eau en France, c'est un objet qui est convoité par qui? C'est convoité à des fins agricoles, à des fins industrielles, à des fins énergétiques, puisqu'on en a besoin pour les circuits de refroidissement, et bien entendu à des fins domestiques. Et je crois qu'on a eu tendance ces dernières années à oublier que le premier utilisateur de l'eau, qui est essentiel, c'est le milieu naturel lui-même, parce qu'il en a besoin pour se régénérer. Et donc on a consommé à outrance dans des nappes, pensant que c'était bien souvent des espèces de trous sous terre où on pouvait prélever, l'eau reviendrait. On est effectivement dans un pays où on reçoit 400 milliards de mètres cubes d'eau par an, donc effectivement on ne manque pas d'eau dans nos rivières, on n'est quand même pas sur un pays aride. Maintenant, les 2/3 repartent à l'évaporation, et sur ce qui reste, on ne va pas tout prélever dans toutes les rivières, dans tous les milieux souterrains. Et donc à ce moment-là, se pose le problème de cette gestion de la ressource et des conflits d'usage qui peuvent se poser derrière. Ça veut dire que si on va même dans une forme de projection, tout comme les projections du GIEC qu'on a sur le réchauffement climatique et l'avenir de la Terre, c'est particulièrement inquiétant à quelle échelle? 20 ans, 30 ans, 50 ans, un siècle? Ou c'est difficile à chiffrer aujourd'hui? Alors, moi je me rappelle, en 2001, je travaillais dans un laboratoire qui s'appelait la Maison des Sciences de l'eau. Oui, il y en a qui étudient l'eau en France depuis bien plus longtemps. Et je regardais les résultats du GIEC qui avait déjà, avec les scénarios prospectifs qui étaient faits à 10 ans.
Et très clairement, on avait une vision justement d'été qui pouvait devenir, qui pouvait représenter en fait un moment où on croise l'activité touristique majeure dans des zones méditerranéennes avec des niveaux de sécheresse extrêmement intenses. Donc ces scénarios à l'époque nous montraient que ce serait plutôt la Méditerranée qui serait touchée. Ces scénarios ont évolué dans le temps. Quand on voit aujourd'hui les nouveaux scénarios qui sont proposés à l'échelle climatique, on voit que on est en train d'avancer, d'évoluer en permanence et ces scénarios changent. Je crois surtout que ces scénarios sont faits souvent par des scientifiques, chacun dans leur domaine de compétences, et il n'y a pas un travail avec une réflexion globale qui est mise en évidence. Or, en fait, les territoires sont complexes. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas tout. Quand on fait de la modélisation hydrologique, on fait de la modélisation entre la pluie et le débit. On ne va pas au milieu mettre ce que l'homme va mettre en place, c'est-à-dire cette anthropisation qui va à un moment donné faire accélération. Et ça, vous le préconisez aujourd'hui. Il y a urgence à le mettre en place, cette réflexion-là. Ça veut dire que quand on ne maîtrise pas tout, en fait, il faut réfléchir global, il faut repenser tous nos modes de fonctionnement. Nos modes de fonctionnement, bien sûr, vous me parliez tout à l'heure, agricoles, parce qu'effectivement, ce sont les plus grands. Je donne un chiffre, 1 kilo de maïs, c'est 238 litres d'eau. Oui, et puis surtout, il nécessite d'eau au moment où on en a le moins. C'est surtout la vraie problématique, c'est que ce sont les plus grands utilisateurs d'eau dans les périodes de plus grand stress hydrique. Donc je crois qu'on doit vraiment repenser de manière globale cette gestion à l'échelle agricole, mais il existe d'autres éléments à analyser. Je vous donne 2 exemples. Par exemple, il va falloir travailler sur le fait de ralentir la vitesse de l'eau. Pourquoi ? Parce que à force d'avoir canalisé toutes nos rivières, en fait, l'eau n'a pas le temps de justement recréer ce lien qui existe avec la nappe. Ça, c'est un autre exemple important. Cet exemple qui vient dire pour la suite, les bassines, les réserves d'eau, de l'eau qui tombe, mais qui ne vient pas alimenter les nappes phréatiques, vous dites attention, grand danger. Les agriculteurs le demandent aujourd'hui. Je dis que c'est une solution qui peut être temporaire, sur 5 à 10 ans, mais qu'elle pose de nombreux autres problèmes. Et on ne parle pas d'une petite bassine et d'une petite piscine. Non, bien souvent, il y a un gros conflit, par exemple, dans les Deux-Sèvres, c'est 18 hectares. Là, c'est ça. Donc, on parle de solutions qui sont gigantesques et qui posent vraiment ce conflit de la gestion de la ressource. Parce que si on donne trop à un et si on permet à certains de capter, les autres recevront moins. Parce qu'il faut réfléchir à l'échelle de ce qu'on appelle un bassin versant, dans sa globalité, dans cette réflexion entre l'amont et l'aval. On ne peut pas réfléchir juste à l'échelle de ceux qui crient le plus fort ou qui en auraient le plus besoin. Vous avez une autre piste, vous avez commencé donc de nouvelles formes de culture qui demandent moins d'eau, une gestion de la rapidité finalement de circulation de l'eau. Autre piste ? Il existe énormément de choses. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir qu'on travaille aussi sur le fait de mieux surveiller la ressource. C'est pas normal aujourd'hui qu'en France, on soit obligé encore de faire des campagnes pour aller évaluer le niveau des nappes. Ça prend du temps, ça prend jusqu'à 1 mois parfois. Là, les rapports que l'on a sont encore ceux du 1er juillet. Donc en fait, il va falloir, à l'heure du big data et du 2.0, de l'intelligence artificielle, il faut qu'on mette tout ce que l'on a dans notre réflexion, justement, pour avoir une sorte de photographie sur cette qualité, à l'instant T. Exactement, avec du temps réel, avec des situations qui vont nous permettre ensuite de mettre en place des politiques qui vont être raisonnées entre ces différents acteurs de l'eau. Mais il existe énormément de solutions. Je vous en donnais quelques-unes. Il en existe à l'échelle de l'habitat, de l'adaptation, de l'agriculture. Bien entendu, sur le plan domestique, il existe aussi des solutions. Donc vous voyez, c'est quelque chose de global. C'est une sorte de capteur qui nous permettrait de mesurer dans notre logement, sur un champ, voilà où on en est de votre consommation et là où vous devez aller. Et ça nous donnerait sans doute des signaux d'alerte qui nous permettraient de mieux gérer et de prévoir, parce que prévoir, ça coûte toujours moins cher que guérir. En fait. C'est également le cas dans le monde médical et on a vu que c'était un des problèmes sur les plans hospitaliers. C'est passionnant ce que vous nous dites, Emma Aziza. On aimerait vous avoir plus longtemps. Vous reviendrez à Europe 1, peut-être en reparler et qu'on développe ces pistes. J'aurais aimé de parler de la désalinisation de l'eau également, que j'ai vécu en Israël ou dans le Golfe, qui sont des solutions pour ces pays, mais est-ce que c'est vraiment viable ? Mais, voilà, il y a plein d'autres questions. On vous réinvite, vous prenez une formule abonnement à Europe Soir cet été, puisque nous sommes en période de sécheresse. Merci d'avoir été dans le monde d'après.